Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier, le départ de Justin Trudeau, la course à la chefferie du Parti libéral du Canada, l'identité des conservateurs et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Ces quatre phénomènes offrent une occasion unique dans leur conjonction pour se poser des questions fondamentales sur ce qui fait que nous sommes nous Canadiens ou nous Québécois. Par ailleurs, le rejet des libéraux fédéraux sonnerait-il une nouvelle ère où la réalité primerait le fantasme, où nous pourrions trouver ou retrouver une certaine épaisseur? Je parle de ces graves questions avec Philippe Lorange, doctorant en sociologie à l'UQAM. Philippe, bonjour. Bonjour. Vos recherches, deux mots sur vous, portent sur la démocratie, le populisme. Vous avez également un chapeau de politologue et de philosophe. Vous avez étudié ça à l'UDM précédemment, non? Exactement, j'ai fait le bac à l'UDM, mais je ne sais pas si je mérite les titres de philosophe et politologue. Je crois que vous le méritez plus que moi. Là. Vous êtes très gentil, mais bon, écoutez, là, vous me décontenancez. Alors, écoutez, en entrant dans le gras du sujet, j'ai l'impression que le Canada, maintenant, on est vraiment dans une zone de turbulence. J'ai l'impression d'avoir un énorme cornet avec des tas de dés et quelqu'un est en train de brasser le cornet assez violemment, puis on ne sait pas ce qui va en sortir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est parce que le Canada s'est beaucoup transformé dans les dernières décennies, notamment depuis la politique sur le multiculturalisme de Pierre Elliott Trudeau. Donc, on se rappelle quand même que Pierre Trudeau, par son idée d'un Canada multiculturel, a profondément transformé l'identité même du pays du Canada. Et nous en subissons les conséquences aujourd'hui même suite à une politique d'immigration qu'on doit dire massive au fil des décennies. Et nécessairement, la démographie a changé et nécessairement, la politique finit par changer et les lois également. Donc, des mythes fondateurs qui étaient là depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, comme l'idée des deux peuples fondateurs, certaines valeurs en commun, le bilinguisme, sont aujourd'hui ébranlés, fortement ébranlés, et peuvent carrément tomber dans un proche avenir. Pourquoi? Parce que la population canadienne n'est plus du tout la même, et donc son histoire est en train de changer, ou du moins sa conscience historique est en train de changer profondément. Est-ce que Justin Trudeau, ces 9 ans de règne, où bon, il y a eu quelques mesurettes, quelques progrès accomplis ici et là, mais beaucoup de patinage, beaucoup de proclamations de vertu, etc., est-il en un sens l'annonciateur de ces bouleversements fondamentaux? Je veux dire, avant un bouleversement, vous avez rarement des ouvriers qui travaillent bien. On a l'impression que tout se délite tranquillement, que la réalité fond peu à peu, et donc ce qui engendre sans doute une forte centralisation à la Trudeau, et aussi beaucoup d'apathie. Oui, ben je crois que Justin Trudeau, c'est pas non seulement un annonciateur, mais c'était un accélérateur. Pourquoi? Parce qu'il a considérablement aggravé la dette du Canada et donc il a profondément ébranlé le rêve d'avoir sa propre maison, un certain pouvoir d'achat. Donc le fameux rêve américain qui était très possible au Canada, même peut-être davantage possible au Canada qu'aux États-Unis même, et donc fortement ébranlé. Également, avec l'immigration massive qu'il a laissé faire par l'immigration temporaire et l'immigration permanente, eh bien évidemment, il a fortement accéléré la vision d'un Canada multiculturel. Et lui-même le disait en début de mandat au New York Times en disant « Le Canada n'a pas d'identité forte, n'a pas une culture forte, nous sommes qu'une sorte de mosaïque de tous les peuples du monde. » Donc je crois que Justin Trudeau a fortement accéléré ce processus. Et je ne crois pas que les conservateurs canadiens pourront vraiment revenir en arrière parce qu'il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de retour en arrière possible. Et donc, les conservateurs canadiens, même s'ils se revendiquent d'être contre le wokisme, contre le multiculturalisme extrême, vont rester des gens pour le multiculturalisme, qui est déjà une doctrine, à mon sens, assez radicale. Et ils vont faire du clientélisme à l'égard des communautés pour dire, nous allons défendre les valeurs traditionnelles, nous allons nous opposer au trop-plein de progressisme. Et donc, voilà. Et on va revenir à ça, Philippe Lorange, dans quelques minutes. Je veux revenir aux libéraux du Canada. Alors, évidemment, le parti, maintenant, se cherche désespérément un chef. Il y a deux noms qui surnageraient éventuellement, c'est Mark Carney et Chrystia Freeland. D'autres prétendants ont préféré se retirer ou s'occuper de leur ministère à la veille de l'arrivée de Donald Trump à Washington. On peut les comprendre. Mais alors, est-ce que tout cette... ça sent la débandade chez les libéraux, et pas seulement parce que c'est une usure du pouvoir, c'est une fin de règne, etc. Déjà, ça suffirait à justifier une débandade, mais là, c'est carrément une débandade existentielle. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que le Parti libéral du Canada a déçu énormément.
et de toute évidence ne va pas gagner les prochaines élections, qui vont être très probablement conservateurs majoritaires. Peut-être même, je crois assez probablement que les conservateurs vont revenir majoritaires 4 ans plus tard. Donc, la question que peuvent se poser les gens qui sont intéressés à la chefferie, c'est ai-je envie d'être le chef de l'opposition pendant 7-8 ans? Est-ce que j'ai envie de jouer ce rôle-là? Si les libéraux obtiennent plus de sièges que le Bloc. Ah oui, c'est ça. N'oublions pas ça. C'est une vraie question, parce qu'il y a beaucoup de sondages, en effet, qui nous montrent que les libéraux pourraient perdre plusieurs châteaux forts, que le Bloc québécois pourrait carrément être l'opposition officielle. Donc, imaginons être chef du deuxième groupe d'opposition pendant 4 ans, après peut-être revenir à l'opposition officielle dans 4 ans. Je veux dire, ça peut être long, ça peut être... un travail d'opposition, c'est pas toujours agréable. C'est-à-dire, quand on voit en politique, on veut gouverner, on veut prendre des décisions. Mais pardonnez-moi, mais les libéraux ont vécu pendant 50 ans sur cette mystique multiculturelle des minorités. Et il y a eu de bonnes choses aussi. On va quand même pas cracher dans la soupe de bord en bord. Mais j'ai l'impression que le malaise est plus... C'est pas seulement que tel candidat ne veut pas siéger dans l'opposition de l'opposition de l'opposition pendant des années. C'est que j'ai l'impression que ce parti et le pays lui-même a perdu... un axe, je vais dire métaphysique, mais c'est un grand mot pour le Canada, mais a perdu une assise identitaire. On ne sait plus, j'ai l'impression qu'on ne sait plus quoi défendre à part le niveau de vie, la santé, la paix, les caribous, enfin que sais-je. Eh bien, pendant longtemps, je crois que le Parti libéral se présentait comme le parti des francophones du Québec, ou du moins des Canadiens français. On se rappelle que Pierre-Éliott Trudeau était allé au Parti libéral en disant on est le French Power avec ses 2 collègues. Et donc, au fil du temps, ce Parti libéral du Canada a donc souvent eu des chefs qui étaient québécois, qui sont devenus premiers ministres du Canada. Et donc, ça l'a beaucoup rassuré les Québécois. Ça a également avancé l'idée que le Parti libéral, c'est le parti du mythe des 2 peuples fondateurs, et donc de l'égalité entre les peuples, et donc du bilinguisme, d'un certain biculturalisme également. Maintenant, puisque... biculturalisme jusqu'à la commission de Laurent Danton. Hein? Oui, voilà. Mais maintenant... Après. Justement, qu'est-ce que le Parti libéral? Parce que je pense que ce parti a perdu beaucoup de crédibilité, justement, sur le plan des finances, mais également dans plusieurs grands scandales. On ne parle pas de petits scandales. C'est normal qu'un gouvernement ait des petits scandales par-ci, par-là. Mais là, je me rappelle quand même de la bourse We Charity pendant la pandémie. C'était quand même un immense scandale de copinage. On se rappelle l'affaire SNC-Lavalin en 2019, qui avait encore une fois une affaire de collusion. On pense aux juges qui ont été nominés après avoir fait des dons au Parti libéral du Canada. On ne parle pas juste de 2-3 juges. Philippe, on peut quand même parler des garderies à $10, la taxe carbone, le régime dentaire. Il y a quand même du bon là-dedans, mais ma question porte est beaucoup plus fondamentale que ce que notre conversation actuellement. C'est vraiment, on a l'impression que ce parti et le pays qui va avec, ou les élites en tout cas, est déboussolé. C'est-à-dire que on va se cantonné dans la gestion de la petite semaine, il n'y a plus de vie. Vous parlez de multiculturalisme qui va durer. Moi, j'en suis moins certain que vous. Je veux dire, on répète ces mantras parce qu'on n'a pas d'autres mantras. On est entre 2 mantras, si vous voulez. On est dans une période de transition. Puis c'est ça qui fait que c'est encore plus difficile à voir. Et l'arrivée de Trump ne fait que révéler le désarroi dans lequel on se trouve au point de vue existentiel et intellectuel. Absolument, je suis entièrement d'accord avec vous. Justement, si on veut entrer dans cette question-là plus fondamentale, à savoir le Parti libéral du Canada, sa crise existentielle, et plus fondamentalement, le Canada, qu'est-ce que c'est? Eh bien, comme vous le dites, on le voit quand Donald Trump continue sa fameuse blague comme quoi il va annexer le Canada, en faire le 51e État américain. Eh bien, la réplique du gouvernement est, ma foi, assez faible. Et pourquoi? Peut-être parce que, justement, les libéraux ne savent pas très bien ce qu'est le Canada. Et les Canadiens anglais, peut-être eux-mêmes, ne savent pas très bien ce qu'est leur propre pays. C'est-à-dire que peut-être qu'ils se disent, finalement, le Canada, c'est un peu la même culture américaine, mais sans les armes à feu, sans toutes sortes de problèmes sociaux. Et donc, on ne trouve pas très bien quelle est la raison ultime de l'existence même du Canada. Mais, je veux bien, mais vous avez lu la lettre de Jean Chrétien? Le jour de ses 91 ans, c'est une lettre ouverte parue dans la presse. Oui. Ça, c'est un gars, on pense à ce qu'on voudra de lui, ou de son bilan. Mais, enfin, c'était quelqu'un qui a quand même mis mis ses bottes. Enfin, il s'est levé. Et puis, son ton était très ferme, contraire aux petites blagounettes de Justin Trudeau ou toutes sortes de manœuvres, peut-être pas dilatoires, mais d'évitement.
Bien sûr, mais je dirais que Jean Chrétien, comme Jean Charest d'ailleurs, qui s'est insurgé contre les blagues de Donald Trump, ce sont un peu des exceptions qui confirment la règle. C'est-à-dire qu'à part eux, il n'y a pas grand monde qui croit à leur idée du Canada. Moi, je rappelle que Philippe Couillard avait déjà fait un document qui disait Québécois, notre façon d'être Canadien. Donc, pour dire qu'il faudrait que le Québec se retrouve dans la Constitution canadienne. Mais sa façon de voir les choses, c'est-à-dire Québécois, notre façon d'être Canadien. Ou bien Jean Charest qui pense au Canada de manière globale, ou Jean Chrétien qui a vraiment une passion pour le Canada. Ce sont des gens qui sont des exceptions qui confirment la règle. C'est-à-dire que quand on regarde dans les sondages, dans les faits, par exemple, les Québécois s'identifient largement comme d'abord Québécois, ensuite Canadiens. Et il y a une relative indifférence, c'est-à-dire que, historiquement, d'ailleurs, on a toujours parlé des deux solitudes. Donc, historiquement, les deux peuples s'ignorent et n'ont pas nécessairement une idée globale des deux peuples qu'ils forment ensemble. Donc, les gens comme Jean Chrétien, Jean Charest, forment des exceptions qui confirment la règle. Et donc, pour moi, même si ces hommes-là vont intervenir publiquement, il n'en demeure pas moins que leur vision n'est pas nécessairement partagée par tant de gens que ça. Et je me permets de noter, par exemple, qu'en ce moment, on discute du changement de monnaie sur le 5 $ canadien. Et donc, en ce moment, le 5 $ canadien, c'est Sir Wilfrid Laurier, qui est le tout premier... Qui va être bumpé, qui va être répercuté sur un billet de plus grande valeur. C'est consolateur, quand même. Oui, quand même. Mais, cela dit, on veut donc remplacer un premier ministre qui est le premier premier ministre canadien-français. Donc, à l'époque, l'historien Michel Brunet raconte que quand il avait été nominé, ça avait été très marquant pour les Canadiens français parce qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient arrivés au pouvoir, on pouvait enfin les considérer au pouvoir canadien, au pouvoir fédéral. Absolument. Et donc, c'est un homme qui a marqué les consciences collectivement. Et là, on veut le remplacer par Terry Fox. Donc, je ne veux rien enlever à Terry Fox comme tel. C'est-à-dire, il a mené un combat tout à fait noble contre le cancer. Mais ce n'est pas son marathon à travers le Canada, oui. C'est ça. Mais ce n'est pas un homme qui a fondé le pays ou qui a fait une action fondatrice pour le Canada. Donc, on le voit également dans les dernières années, le 10 $ canadien a été remplacé par Viola Damon, qu'on a voulu présenter comme la Rosa Parks du Canada, parce qu'elle s'était présentée dans un cinéma alors qu'elle n'avait pas le droit, elle est de couleur noire. Donc, on a voulu en faire une sorte... le Canada s'est comme laissé américaniser dans sa mythologie, du moins dans la monnaie, pour le 10 $. Pour le 5 $, on trouve quelqu'un qui n'a pas nécessairement un effet fondateur sur le Canada. Donc, c'est comme si le Canada est en train de devenir un pays comme très superficiel, qui n'a plus d'enracinement comme tel. Alors qu'avant Trudeau, dans les années 40-50, un Mackenzie King, c'était pas un crétin. Je veux dire, il y avait quand même des grands personnages. Et puis, le Canada était un pays plutôt plate, assez bien géré, un pays de compromis. Regardez, maintenant je saute dans l'actualité. On dirait que Capitaine Canada, aujourd'hui, face à Donald Trump, c'est Douglas Ford, le premier ministre conservateur de l'Ontario. Et on a l'impression que lui tient les rênes en main, beaucoup plus que les libéraux. On a l'impression que, comment vous dire, et c'est pas un intellectuel, c'est pas quelqu'un qui a une vision grandiose, il n'y a pas de moment mythique chez lui, je le sens pas en tout cas, mais c'est pas ça justement le génie du Canada? Mais le Canada, au départ, c'est quoi? C'est les loyalistes qui arrivent au Canada et qui veulent fonder un pays qui est en concordance avec la couronne britannique. Et au fil du temps, cette mythologie est restée. On l'a d'ailleurs vu quand Gabriel Attal était venu au Québec. Il avait prononcé un discours à l'Assemblée nationale et au même moment, à la Chambre des communes, les conservateurs canadiens avaient chanté le « God Save the King ». Donc, c'est comme si dans la mythologie politique, dans la conscience identitaire des Canadiens anglais, il y a encore l'idée que nous sommes les loyalistes. Donc, nous sommes fidèles à la couronne britannique. Nous sommes en quelque sorte des Britanniques en Amérique du Nord. Et nous sommes donc différents des Américains en ce sens, puisque nous avons plus un attachement à la couronne. Donc, ce n'est pas nécessairement les mêmes valeurs. Cela dit, avec le multiculturalisme, cette mythologie tombe en pièces, à mon sens, parce qu'on est plutôt dans l'idée qu'on est une mosaïque. Et d'ailleurs, on le voit maintenant démographiquement. La Colombie-Britannique, si vous allez là-bas, il y a beaucoup de gens qui proviennent de Chine. Si vous allez en Ontario, il y a beaucoup d'Indiens. Mais là, vous nommez, par exemple, l'Ontario. Bon, l'Ontario, évidemment, c'est le cœur du Canada. C'est là que les grandes décisions se prennent. Philippe, ce que je veux dire, c'est que Doug Ford est le nouveau capitaine Canada. Aujourd'hui, en tout cas, c'est lui qui prend les initiatives. C'est lui qui a l'air le plus solide de tout le personnel politique qui nous gouverne. Oui, on peut dire ça, mais on peut aussi dire que la première ministre de l'Alberta, donc Danielle Smith, avait déjà fait une réplique assez corsée pour dire non, nous n'allons pas accepter l'intimidation de Donald Trump, nous allons défendre notre pays. Donc, en quelque sorte, l'Alberta, l'Ouest canadien, en ayant un peu son régionalisme, peut aussi défendre son pays face à une menace. D'autant plus que je rappellerai que le Canada, tel qu'on le connaît aujourd'hui, s'est formé face
à la menace d'une invasion américaine. Donc, dans les années 1860, on pensait que les États-Unis pouvaient nous envahir, prendre tout le contrôle du continent. Et c'est de là qu'est venue l'idée qu'il faut unir les colonies britanniques du Québec, Ontario, les Maritimes, pour former une union qui serait assez forte pour contrer les États-Unis. C'est ça. Donc, en quelque sorte, on pourrait se poser la question, est-ce que la menace de Donald Trump de s'attaquer au Canada, de s'en prendre à ce pays-là, pourrait pas renforcer la cohésion nationale, l'unité nationale? À ce moment-là, autour de quelle mythologie? De quelle mythologie? Alors justement, venons-en, il nous reste qu'à 5 minutes, même pas 4 minutes, Philippe Lorange. Venons-en aux conservateurs. J'ai parlé de Doug Ford, vous avez parlé de Daniel Smith de l'Alberta, moi c'est de l'Ontario. Pierre Poilievre est quand même très musclé. C'est pas quelqu'un qui a une vision culturelle, ni sa politique étrangère est aussi grande que ma connaissance du chinois du 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais quand même... j'ai l'impression qu'il y a quand même du muscle là-dedans et peut-être que les rodomontades de Trump, si elles se matérialisent, si elles se réalisent, peut-être, comment dirais-je, les mythes fondateurs peuvent très bien apparaître ou être réactualisés, ressuscités sous la menace, sous la disette, dans la crise. On ne peut pas rester indéfiniment dans notre adolescence. On va devoir grandir tôt ou tard. Ce faisant, on va devoir se trouver un mythe. Au Canada, au Québec, la question se pose d'une autre façon. Absolument. Mais Pierre Poilievre, je ne sais pas si ça devrait nécessairement devenir le grand premier ministre que certains nous annoncent, dans la mesure où lui, comme beaucoup de politiciens dans l'histoire, face au fait qu'il va peut-être prendre le pouvoir bientôt, commence à se modérer. Donc, c'est tout à fait normal dans le processus de l'accession au pouvoir. Il se canadianise. C'est ça, oui. Mais pour unir toute la nation, il fait attention de ne pas être aussi tapageur qu'il était auparavant. Parce qu'avant même de devenir chef du Parti conservateur, c'était quand même l'homme qui parlait tout le temps des bitcoins, qui avait des sortes d'opinions un peu étranges, ou du moins un peu plus, qui a souvent voté pour... Des opinions plus conservatrices sur des débats moraux, des débats sociétaux, alors qu'aujourd'hui, il fait plus attention. Donc, sur ces questions-là, est-ce qu'il va devenir simplement un premier ministre parmi d'autres qui est rendu tellement modéré que finalement, il n'a plus de convictions fortes, du moins sur des questions qui peuvent rejoindre fortement les Québécois. C'est-à-dire que là, Pierre Poilievre, par exemple, a fait une publication aujourd'hui face à Paul Saint-Pierre Plamondon, en disant, vous, Paul Saint-Pierre Plamondon, vous voulez la séparation, vous aimeriez que tout empire constamment, mais avec moi, les choses vont aller mieux parce que je vais mieux contrôler l'immigration, je vais m'assurer qu'on va contrer la crise du logement, la crise de la propriété. Mais c'est sûr qu'il dit ça, mais est-ce qu'il va vraiment prendre les actions fortes qu'il le faut? C'est-à-dire que la crise sociale la crise identitaire également, dans laquelle sont plongés le Canada et le Québec, nécessite plus que simplement des paroles en l'air et l'idée d'un gros bon sens. Donc, je ne sais pas si à ce moment-là, il va avoir nécessairement le courage de faire les actions qu'il faut. Je suis sûr que la population va le soutenir. Elle est tellement écœurée de ce qui s'est passé pendant 9 ans que finalement, elle va suivre n'importe quel guide. Mais c'est encore drôle parce que la population comme telle s'est rendue très diversifiée. Donc les conservateurs, à long terme, veulent penser à leur base électorale, et leur base électorale, ce n'est plus simplement l'Ouest canadien ou l'Ontario régional. Là, maintenant, ils veulent aller chercher, par clientélisme, les différentes communautés de nouveaux arrivants en disant, nous sommes, comme je disais plus tôt, nous sommes les vrais, les gens traditionnels, conservateurs, et donc ils vont faire du clientélisme auprès des communautés, et je pense pas qu'ils vont réduire tant que ça l'immigration, du moins à des seuils plus raisonnables comme en aurait besoin le Québec. Dieu ne vous entende pas, Philippe Lorange. On doit terminer ici. On vous retrouve la semaine prochaine. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Voici, c'est la fin de l'émission. Demain, le temps ordinaire dans le temps de l'Église et la montée des droites en Occident à la régie Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis à demain.